qui vise à remédier aux problèmes d'impact, remédier à l'impact social d'un nouveau système d'échange de quotas carbone qu'on va mettre en place d'ici quelques années sur les bâtiments et sur le transport routier. Donc on sait que renchérir le coût des fossiles dans le bâtiment et le transport routier, ça va renchérir la facture énergétique avec un impact sur les plus précaires. Donc on a établi un fonds social pour le climat, doté aujourd'hui de 65 milliards d'euros, pour justement aider et accompagner les ménages les plus vulnérables dans cette transition. On a par ailleurs, c'est un peu fastidieux, mais alors le paquet est vraiment énorme, on a 13 textes législatifs, me semble-t-il, sur l'énergie, enfin, c'est assez colossal. Donc on a aussi révisé le design du marché de l'électricité. Il allait sortir, que c'était insupportable, que l'Europe faisait n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même un design de marché qui nous a permis de ne pas être en pénurie d'électricité, même pendant la crise. Donc là, on a révisé ce design pour permettre que les prix de l'électricité soient un peu décorrélés, en tout cas soient moins corrélés au prix de fluctuation de court terme du gaz. Parce qu'en fait, la précarité énergétique, c'est aussi le fait que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté, ce qui impacte les ménages. Donc avec cette révision, on attend, avec des contrats de long terme, que que les prix de l'électricité puissent baisser. Et donc ça permettra aussi de lutter contre la précarité énergétique. Et puis récemment, on a adopté une recommandation en octobre 2023 sur la précarité énergétique au niveau européen et qui vise en particulier à aider les États membres, mais aussi les collectivités, parce que c'est vraiment au niveau des municipalités qu'on est vraiment au plus près des citoyens qui sont en situation de précarité, pour les accompagner. On a mis en place un advisory hub sur la précarité énergétique pour aider les municipalités à se doter d'outils, à observer et comprendre ce qu'est la précarité, à mettre en place des indicateurs et à adopter des mesures adaptées pour faire face à cette précarité énergétique. Alors la définition dont je parlais, vous la trouvez à l'article 2 de la directive efficacité énergétique, qui vient d'être adoptée en 2023. Donc on l'a définie pour un ménage par le manque d'accès aux services énergétiques essentiels, donc ça fait bien écho aux services essentiels du socle européen des droits sociaux, qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d'eau chaude, de refroidissement, d'éclairage et d'alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent. Donc ça, c'est très important parce qu'après, on a défini une batterie d'indicateurs pour essayer de mesurer cette précarité énergétique, mais on laisse aux États membres le soin d'utiliser, de recourir à des indicateurs spécifiques en fonction de leur situation nationale. Donc, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale nationale existante et d'autres politiques nationales pertinentes en raison d'une combinaison de facteurs, bon, c'est un peu lié, y compris le caractère inabordable, un revenu disponible insuffisant, des dépenses énergétiques élevées et la faible efficacité énergétique des logements. Donc on se rend compte que cette précarité énergétique, la manière de la définir, c'est vraiment des facteurs multidimensionnels et que donc il faut avoir une approche pluridisciplinaire pour y faire face. Et donc les indicateurs, il y a une batterie de 13 indicateurs. Le principal utilisé au niveau européen, en fait, il fait écho à l'indicateur sur l'inclusion sociale, parce qu'on a essayé de définir au niveau européen ce que c'était qu'un ménage pauvre. Évidemment, ça a été assez compliqué de mettre 27 États membres d'accord sur la pauvreté en conditions de vie, sur les revenus, etc. Donc, l'incapacité à maintenir un logement chaud avec une température adéquate, c'est un des premiers indicateurs en fait pour définir la précarité énergétique au niveau européen. Mais on peut aussi se référer aux arriérés dans les paiements de factures, à la part des dépenses de l'énergie dans le budget d'un ménage, que quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant. On peut regarder les ménages pour lesquels la part des dépenses énergétiques est trop faible par rapport à la médiane nationale. Parce qu'en fait, c'est des gens qui s'excluent en fait, de la consommation d'énergie, c'est une sorte de précarité énergétique cachée. Donc, ce n'est pas uniquement les ménages pour qui la facture énergétique est très élevée par rapport à leur budget. Ça peut être aussi une précarité cachée. Donc,
collecte ces indicateurs au niveau aussi de recettes. Voilà, évidemment, il y a les prix d'énergie en tant que tels qui sont un facteur aggravant de la précarité énergétique. Alors la situation au niveau européen, Michel le disait, on est à peu près à 40 millions en 2022, c'est les chiffres qu'on a collectés en 2023. Donc en 2022, on a pu observer qu'il y avait 40 millions d'Européens qui ont du mal à chauffer leur logement. Effectivement, c'est un chiffre qui augmente par rapport à 2021, alors qu'on avait observé avant la crise et la montée des prix de l'énergie, donc fin 2021, puis après avec la guerre en Ukraine, ça a fait que exploser. Il y avait une tendance quand même à la baisse, puisqu'en 10 ans avant, on était à peu plus de 10%. Et là, en 2022, on se retrouve à 9,3% de citoyens européens en situation de précarité. Ce qui est alarmant aussi dans cette tendance, c'est que les premiers chiffres qu'on a pu récolter sur 2023, sur les 11 États membres qu'on a pu observer, le chiffre augmente. Donc la tendance reste négative, donc voilà, et évidemment ça touche bien plus fortement les ménages à plus faible revenu. C'est-à-dire que pour cela, la part des dépenses énergétiques dans leur budget a été multipliée, a augmenté d'un tiers. Sur d'autres indicateurs de précarité énergétique et notamment sur par exemple les personnes qui vivent dans des logements vétustes énergétiquement avec des murs qui fuient ou de la moisissure, en 2021 c'était à peu près 17% des Européens. Donc la situation est grave et s'aggrave, et effectivement au niveau de l'Union européenne, comme je vous disais, c'est quand même une priorité de ce paquet. On ne minimise pas les difficultés de mise en œuvre, mais je vais essayer un peu de vous lister rapidement parce que j'ai l'impression que je parle trop longtemps. Les mesures qu'on essaye de mettre en place, celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas trop. En gros, il y a deux types de mesures. Il y a évidemment les mesures qui agissent sur les prix d'énergie, donc il y a une façon de faire baisser les prix, mais ça on n'aime pas trop parce que ça ne respecte pas vraiment le signal prix et ça n'incite pas les gens à réduire leur consommation en fonction du signal prix. Alors, on a complètement soutenu les États membres pendant la crise pour ils apportent une aide aux revenus pour les ménages les plus précaires ou même les classes moyennes qui sont touchées. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples en France, je ne reviens pas dessus, le bouclier tarifaire, le chèque énergie, etc. Mais quand la crise s'éloigne, il est bon de garder ce signal et de passer à des mesures structurelles, parce qu'en apportant une aide sur le revenu ou en modifiant les prix de l'énergie, ça ne permet pas vraiment aux gens de sortir de la précarité énergétique. Donc on soutient plus fortement les mesures évidemment structurelles qui vont dans le sens de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc comme je l'ai dit, avec nos directives efficacité énergétique et performance énergétique des bâtiments, un soutien accru sur la rénovation des passoires thermiques, la rénovation des logements dans lesquels se trouvent des gens en situation de précarité. Et puis, c'est peut-être pas le temps d'aller trop dans le détail dans les mesures autrement structurelles, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des problèmes pour des ménages en situation de précarité énergétique qui sont locataires, parce qu'en général l'aide va aux propriétaires, et donc il y a des effets d'éviction, des effets néfastes sur les aides aux propriétaires. Donc on fait dans nos recommandations des suggestions aussi aux États membres pour remédier et éviter les effets d'éviction, de gentrification ou d'expulsion des locataires suite à l'augmentation éventuelle des loyers suite à des rénovations énergétiques. Un tout petit mot, mais je pense que l'Institut Jacques Delors aura des précisions sur le cadre européen, mais un tout petit mot aussi sur les financements qu'on a pu apporter. Donc dans le cadre du plan de relance européen qu'on a mis en place à la sortie de la crise, on a fléché 37% des financements, donc c'est assez énorme, sur les investissements verts, en particulier sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et en France, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que le dispositif MaPrimeRénov' a été financé par l'Union européenne, que la rénovation des logements sociaux aussi était dans le scope du plan de relance européen, et que les financements habituels que vous connaissez sur les fonds structurels aident aussi à soutenir la rénovation énergétique des logements. Au-delà de
ça, il y a aussi tout un travail qu'on fait sur les énergies renouvelables et l'accès à l'autoconsommation collective d'énergie renouvelable, parce que c'est une énergie moins chère que les autres énergies. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là, parce que le sujet est vaste. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec Camille Destas, chef de Centre de l'énergie, Institut Jean Taylor. Qu'est-ce que vous pouvez compléter sur les cadres européens et sur les outils concrets? Voilà. Merci beaucoup à la Maison de l'Europe et merci pour ce panorama très complet. Effectivement, que font les Européens pour lutter contre la précarité énergétique? Ça a été un sujet qui est débattu au niveau européen depuis un certain nombre d'années, mais avec la guerre en Ukraine, c'est vraiment devenu une priorité politique au niveau européen et dans les États membres. Par exemple, on peut penser à l'Allemagne, qui était un pays qui n'avait pas beaucoup de ménages en situation de précarité énergétique, qui a vu la précarité énergétique fortement augmenter, y compris dans des publics à revenus moyens. Donc c'est aussi une nouveauté pour certains États membres, et c'est pour ça que c'est important les débats qui ont eu lieu au niveau européen en faveur d'un cadre commun. Cette crise énergétique, suite à l'invasion, mais cette réponse collective, elle a été déclinée au niveau national, et donc on a eu beaucoup de financements nationaux, de programmes nationaux pour lutter contre cette crise énergétique. Et donc c'est au travers d'aides d'État que les États membres ont pu choisir de mettre en France en place un bouclier tarifaire. Dans d'autres pays, ça a été d'autres mesures. Donc on a vu aussi une différence de l'impact de cette crise sur les ménages. Et notamment en Europe, je pense que la France a été l'un des pays où l'impact a été le plus faible sur les budgets des ménages grâce au bouclier tarifaire. La critique qu'on peut faire sur le bouclier tarifaire, c'est qu'effectivement, on a arrosé tous les ménages, ce qui n'est pas très efficace d'un point de vue des finances publiques, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les budgets publics sont grevés par cette réponse à la crise. Et on a donc intérêt à flécher les dispositifs de soutien à la consommation d'énergie, aux factures, vers les publics les plus vulnérables. Et c'est pour ça que le chèque énergie, qui pourrait d'ailleurs être augmenté, ça a été notamment recommandé par des instituts tels que l'IDRI, c'est une mesure qui est plutôt bonne et qui peut encore être améliorée, mais qui devrait vraiment être choisie. Le problème dans lequel on se trouve, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit à la fois d'accélérer la transition, parce qu'une économie plus verte, donc des bâtiments mieux isolés, un approvisionnement plus important en énergie renouvelable, ça permettra de facto de protéger les citoyens de forts prix d'énergie. Avec la guerre en Ukraine, on peut considérer qu'on est rentré dans une nouvelle ère d'énergie chère. Jusqu'ici, depuis les années, peut-être 40 ans, on a dimensionné nos infrastructures sur la base d'énergie fossile, bon marché. Le secteur du bâtiment est le premier secteur consommateur de gaz en Europe. Le retard qu'on a pris dans la transition passée nous a entraîné dans cette situation. Et donc aujourd'hui, on a ce double défi d'accélérer la transition, ce qui implique des investissements massifs. Donc ça a été chiffré par de nombreux rapports, notamment le rapport Pisani-Ferry en France, mais aussi de soutenir les ménages qui n'auront pas forcément les moyens d'absorber le choc de prix. Parce que effectivement, que ce soit sur les énergies fossiles ou sur les énergies propres, on a des investissements majeurs à réaliser, on a des investissements majeurs sur le réseau, dans la capacité de production d'énergie propre, et donc on peut considérer que l'ère de l'énergie bon marché est derrière nous. Donc il s'agit de faire baisser la demande et d'augmenter la production d'énergie renouvelable. Et là-dessus, le paquet énergie-climat Fit for 55, donc ajustement à l'objectif moins 55% d'ici à 2030, il va jouer un grand rôle, et on peut saluer l'effort qui a été fait par la Commission européenne et le Conseil et le Parlement dans les négociations pour mettre l'accent sur le fait qu'il faut prioriser les ménages vulnérables et adopter des outils appropriés pour les soutenir dans cette transition, à la fois accompagner le fait que ces factures sont déjà trop élevées et difficilement soutenables pour de nombreux ménages, mais que probablement, si l'on ne fait rien, ça pourrait s'accentuer à l'avenir. C'est en tout cas la tendance de ces dernières années. Et par ailleurs,
les mesures structurelles telles que la rénovation sont indispensables. Et donc là-dessus, la question que Michel a posée en introduction, c'est est-ce que c'est un problème européen, national, régional ou local? Et en fait, je pense que c'est un problème pour tous les niveaux de gouvernement, mais chacun a son rôle à jouer. Et là, l'Union européenne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné un cadre réglementaire extrêmement complet, extrêmement clair. Quand on lit les textes, c'est quand même remarquable de voir l'horizon qui est donné et l'attention qui est donnée à certains sujets qui étaient moins centraux, comme la précarité énergétique, l'inclusion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces lois-là, donc la loi sur l'efficacité énergétique, la loi sur les renouvelables, la loi sur la performance des bâtiments, elles vont devoir être déclinées dans les prochaines années au niveau national, donc par les gouvernements nationaux, et l'effort financier, mais aussi technique et parfois humain, de déployer ces politiques-là, il repose quand même principalement sur le niveau national. Et ça, c'est un problème au vu de l'ampleur des modifications et des transformations qui sont demandées. Il s'agit, d'ici à 2030, de doubler, voire tripler le rythme de rénovation, de doubler, voire tripler les capacités renouvelables installées sur le sol européen. Donc c'est massif. Et là-dessus, nous, à l'Institut Jacques Delors, on réfléchit aussi à ces questions-là parce que ce qu'on voit aussi monter, c'est une résistance sociale. On a vu les Gilets jaunes en France, on était précurseurs avec la taxe carbone, mais on n'est pas du tout à l'abri de mouvements type mouvement des agriculteurs, mais sur les questions de la mobilité ou du bâtiment, sachant que ces obligations, ces instruments, s'ils ne sont pas accompagnés, par exemple un prix carbone européen sur le chauffage ou l'essence, si c'est mal accompagné, effectivement, ça va pénaliser les publics les plus précaires et nourrir, peut-être de façon difficilement contestable, une frustration politique. Donc on a ici un véritable enjeu et je peux vous assurer que le débat au niveau politique est très vif sur la suite à donner en fait à ce plan de relance qui se termine en 2026. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur le besoin d'avoir des capacités d'investissement vertes beaucoup plus importantes au niveau européen. Ce ne sera qu'une partie, bien sûr, de l'effort, mais il semble que c'est indispensable. En tout cas, les derniers développements politiques français montrent à la fois qu'on a besoin d'accompagner les gouvernements pour leur donner des carottes pour investir dans la transition verte, mais d'avoir aussi peut-être des bâtons pour les empêcher de faire des choix budgétaires qui vont à rebours de leurs engagements européens. Donc, je peux m'arrêter là, mais peut-être aussi pour juste souligner en dernier point sur le niveau local, parce que là j'ai parlé du niveau national. Au niveau local, empêcher la gentrification, c'est très compliqué en fait de le faire dans un texte européen, et c'est pour ça que je trouve que c'est remarquable la façon dont les textes européens identifient ce problème-là. Le problème, c'est qu'on a des compétences différentes en fonction des différents niveaux de gouvernement, et donc l'Union européenne ne peut que encourager les villes à mettre en place des dispositifs pour lutter contre la gentrification, encadrer les loyers. C'est quelque chose qui a été mis en place en Allemagne, à Berlin il me semble, avec des difficultés de mise en œuvre, bien sûr, mais en tout cas, ça veut dire que c'est possible. Néanmoins, il manque parfois la volonté politique, il manque parfois aussi les ressources humaines, les ressources techniques et les ressources financières pour mettre certaines de ces mesures en œuvre. Et c'est là-dessus que l'Union européenne peut aussi jouer un rôle pour renforcer des initiatives qui existent déjà, de mise en réseau, de partage de compétences et surtout de renforcement des compétences techniques et d'accompagnement des acteurs à la fois nationaux mais aussi locaux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc on va passer un peu par l'avis de la Fondation avec Pierre, avec Hélène Denis. Quel est votre point de vue, surtout sur ce qui touche votre population, l'économie sociale, aussi les personnes que vous travaillez, vous avez dit, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, complémenter ce qui était déjà dit, et peut-être avec quelques cas ou quelques exemples qui sont vraiment cadres. Bonjour, merci à la Maison de l'Europe d'avoir invité la Fondation Abbé Pierre pour cette petite conférence. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais me concentrer sur le contexte français, avec quelques indicateurs également, puisque effectivement, si le nombre de passoires thermiques
baisse en France. La précarité énergétique continue de s'aggraver. Si on en parlait encore très peu il y a quelques années, aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet qu'on est très heureux de voir porter au niveau européen avec autant de ferveur. Depuis la crise du Covid, il y a eu une augmentation de la précarité qui a été vraiment très importante en France, une augmentation d'un demi-million de personnes qui est tombée sous le seuil de pauvreté monétaire, qui est à 1160 €, c'est à peu près 60% du revenu médian en France. Et donc, évidemment, avec un impact évident sur la précarité énergétique, sur la difficulté à payer ses factures, à devoir faire des arbitrages entre payer son loyer, payer la cantine, payer des factures d'énergie, et que les factures d'énergie n'étant pas toujours la priorité. Et puis, évidemment, la crise de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En France, vous l'avez dit, il y a eu des mesures assez fortes, comme celle du bouclier tarifaire, et puis des chèques exceptionnels qui ont aidé certains ménages à payer les factures d'énergie en 2021 et en 2022. C'est une aide qui a permis à peu près de diviser par deux l'impact qu'aurait dû avoir l'augmentation des prix de l'énergie sur les ménages. Et pourtant, l'impact a quand même été très très fort. Entre 2020 et 2022, il y a eu une augmentation d'à peu près 350 € sur une facture moyenne annuelle pour un ménage français. Et on voit bien que ça a eu des impacts qu'on voit très très fortement sur les indicateurs aujourd'hui. Par exemple, le nombre de ménages qui sont en restriction de chauffage, donc qui ne veulent plus se chauffer, donc Carole parlait tout à l'heure, un petit peu la précarité énergétique invisible, est passé de 53% en 2020 à 79% en 2022. De Français qui déclarent que plusieurs fois dans l'année, ils préfèrent ne pas se chauffer plutôt que faire face à des factures trop importantes. Également, le nombre de personnes qui déclarent avoir froid dans leur logement est passé de 14% en 2020 à 26% en 2023, dont la moitié disent que c'est du fait de problèmes financiers, et puis un tiers à cause de l'isolation. Et puis des problèmes à payer ses factures aussi, donc 31% des ménages français qui déclarent avoir des difficultés à payer ses factures, surtout des étudiants, des jeunes de moins de 28 ans. C'était seulement 18% en 2020. Donc effectivement, à la Fondation Abbé Pierre, on est très très inquiets, on n'est évidemment pas les pires en Europe, mais bon, c'est encore plus inquiétant formulé de cette façon. Il y a plusieurs façons de lutter contre la précarité énergétique. Camille l'a rappelé. Ce que je veux quand même compléter par rapport aux mesures exceptionnelles, c'est qu'actuellement, on voit bien que le bouclier tarifaire en fait, est en train de s'éteindre. Donc il y a eu une augmentation de 10%, notamment récemment sur le gaz et l'électricité. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 10% peut paraître très peu, mais pour un ménage classique, 3-4 personnes qui vivent dans une passoire thermique chauffée à l'électricité, par exemple, c'est 300, 400, 500 € peut-être d'augmentation. Quand on le met en relation avec le chèque énergie, qui est un chèque dont le montant n'a pas augmenté depuis de nombreuses années, qui est en moyenne à 150 € et en maximum 277, si je ne me trompe pas, on voit bien que c'est complètement déconnecté. Ce chèque énergie ne couvre même pas l'augmentation des 10% qui aurait pu avoir lieu en février 2024. Donc à ce niveau-là, on est très inquiet. En plus, on voit bien que ce n'est pas forcément dans le carton des aides supplémentaires. Comme le disait Camille, le Grévé a été budgété par un bouclier qui a arrosé beaucoup de monde et avec aujourd'hui des difficultés à aller atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Il y a aussi la question des coupures d'électricité qui a été aussi un sujet porté au niveau européen. En France, EDF en 2021 a annoncé ne plus couper l'électricité chez ses clients. Et donc on a vu un réel impact sur les chiffres des coupures en France qui ont baissé de 40% quasiment, mais avec une augmentation des interventions, donc des réductions de puissance qui a beaucoup augmenté, ce qui montre bien que les difficultés pour payer les factures n'a pas baissé et qu'il reste encore beaucoup trop de coupures d'électricité en France, 150 000 par an. C'est toujours trop, avec voilà, un vrai besoin que le gouvernement, que l'État donne aussi les directives aux autres fournisseurs d'énergie pour qu'on protège correctement les ménages dans les années à venir.
Je vais continuer un petit peu à parler aussi des questions structurelles, donc au niveau de la rénovation. Effectivement, la difficulté, il y a eu pas mal de changements en France récemment, donc jusqu'au début 2024, on avait beaucoup de mal à atteindre quand même les ménages les plus modestes pour aller vers des rénovations qui sont performantes, puisqu'en fait, il y avait beaucoup d'aides qui pouvaient être mobilisées, notamment pour des petits gestes de rénovation, c'est-à-dire pour changer des fenêtres, faire une isolation, changer de mode de chauffage. Mais comme les restes à charge étaient encore très élevés, la possibilité d'une rénovation globale, complexe, qui peut être très chère, qui peut aller très facilement dans plusieurs dizaines de milliers d'euros, 70 000, 80 000 euros quand on part d'un logement qui est vraiment peu performant. Il y avait 40% de reste à charge pour les ménages les plus modestes. C'est inenvisageable quand on est au SMIC, quand on est aux minima sociaux, quand on a déjà beaucoup de difficultés et beaucoup d'autres postes de dépenses auxquels penser. Et donc, il y avait énormément de rénovations de petits gestes qui, finalement, avaient très peu d'impact sur la précarité énergétique, puisqu'un changement de fenêtre n'aura pas un impact décisif sur la facture d'énergie à la fin d'année, quoi qu'en disent certains professionnels peu scrupuleux. Alors, il y a eu une réforme en 2024 qui nous semblait vraiment très intéressante, en tout cas on était très heureux, avec une augmentation des subventions qui allait jusqu'à 90% pour les ménages les plus pauvres, et les collectivités pouvaient ensuite, ou des associations, j'en parlerai plus tard, qui pouvaient ensuite compléter pour vraiment aller aider des ménages quasiment à 100%, en tout cas c'était en théorie, avec une volonté aussi d'aller vers une fin des monogestes. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était encouragé au niveau européen. Et donc, il y a eu, c'est un petit peu technique, mais une volonté de ne plus accepter de faire des petits gestes dans des passoires thermiques. Donc, quand on est dans une passoire thermique, d'aller directement vers une rénovation globale, avec un accompagnement renforcé, qui est couvert à 100% pour les plus pauvres. Et puis également, quand on veut changer de mode de chauffage, par exemple installer une pompe à chaleur, ne pas pouvoir le faire si on est dans une passoire thermique, parce qu'on sait que ça n'a aucun effet positif et que ça peut même mettre en difficulté financière les ménages pour la suite si le logement est mal isolé. Malheureusement, très récemment, il y a eu du changement, pas sur les subventions aux ménages modestes, heureusement. Par contre, un retour du monogeste qui nous inquiète beaucoup, puisque on sait bien que, à nouveau, les ménages les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de rénover et qui ont peut-être peur de se lancer dans une rénovation qui peut être trop complexe, même si elle est aujourd'hui accompagnée, vont assez facilement, on les comprend, se rabattre peut-être sur des petits gestes, surtout s'ils sont mal conseillés. Et donc, c'est ce qui nous inquiète beaucoup. Donc on va continuer à travailler sur le sujet. Je vais juste enchaîner un petit peu sur peut-être les actions concrètes sur lesquelles on travaille à la Fondation Abbé Pierre, notamment un programme qui s'appelle SOS Study, et en fait on vient aider des ménages qui sont en train de monter un projet de travaux et qui n'arrivent pas à combler le montage financier, qui vont se retrouver avec encore 5 000, 10 000 euros de reste à charge après subvention, après toute subvention, collectivité, association, État. Et donc, on va venir ajouter jusqu'à 10 000 euros pour que vraiment on puisse rajouter ce petit, de plus en plus important. Avant, on était plus petit, 1 ou 2 000 euros. Maintenant, on va jusqu'à 10 000 euros parce que les rénovations sont de plus en plus chères aussi, pour les aider à vraiment déclencher ce projet. Donc on fait vraiment ça surtout des passoires thermiques, mais surtout de logements indignes, donc qui sont des logements qui sont très très dégradés. On n'est pas que sur des postes qui sont liés à la performance thermique, mais souvent aussi on s'attaque aux fondations, à la toiture, etc. Un autre projet lié à la précarité énergétique qu'on porte à la Fondation, c'est le programme Toi d'abord, et on vient subventionner des projets de logements sociaux en subventionnant jusqu'à 10% du projet pour avoir une attention particulière aux performances thermiques des logements qui seront produits, qui seront loués à des ménages modestes, pour être sûr qu'on
ne va pas produire du logement qui va être potentiellement source de précarité énergétique à la suite pour les ménages qui emménageraient. Et puis on fait également du soutien aux locataires pour l'accès aux droits dans nos permanences à Paris, mais également ailleurs, et au téléphone, et notamment en ce moment sur toutes les questions d'interdiction de location des passoires thermiques qui vont bientôt commencer à se mettre en place en France, qui ont déjà commencé pour les pires passoires en 2023, et puis en 2025, on commencera avec toutes les classes G, et en 2028, toutes les classes E. Donc les locataires ont beaucoup de questions, les bailleurs aussi, mais évidemment surtout du côté des locataires pour les aider à s'emparer de leurs nouveaux droits, pour demander des rénovations à leurs bailleurs, et puis dans le cas échéant, au moins des compensations sur le loyer le temps que les travaux puissent se mettre en route. Voilà. Merci. Donc, pour compléter encore, on va laisser Camille Miquel nous expliquer un petit peu les actions, les cas concrets que vous avez entamés à la mairie d'Argenteuil. Merci. Alors, j'ai préparé un petit support parce que ça va mieux en regardant quelques chiffres et en regardant quelques images. Et en plus, au milieu de tout ça, j'ai glissé une petite image qui me tient à cœur pour parler d'Argenteuil. Juste Argenteuil, c'est la 3e ville d'Île-de-France, 36e ville de France. Et je vous épargne, j'ai pas fait le calcul au niveau européen, mais je pense que ce serait contre-productif. Mais c'est pour dire quand même qu'au niveau Île-de-France, dans une zone urbaine dense, dans une métropole dense, c'est quand même une grande ville. C'est plus de 110 000 habitants dans un bassin, puisqu'on fait partie de la métropole du Grand Paris. On est rattaché au territoire Boucle-Nord-de-Seine, qui rassemble 450 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une agglomération comme Grenoble en termes de population sur un territoire 10 fois plus. 10 minutes de Paris, 20 minutes de la Défense, 6 km de berge de Seine, quelques-unes sont praticables à pied ou en vélo. Je vous invite pour les marcheurs à venir vous balader. 10 000 entreprises. Un chiffre important aussi, c'est 3 zones d'activité économique et 260 bâtiments communaux en gestion. Donc c'est un des premiers sujets que je vais aborder en tant que collectivité, parce que pour pouvoir bien mener une politique, ou en tout cas accompagner nos habitants sur la rénovation énergétique, je pense que le premier point, c'est d'être exemplaire soi-même. Si on peut, je peux peut-être prendre la main. Voilà, c'est la petite image. Voilà, Monet, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Monet a vécu quelques années à Argenteuil, il y a pas 250 heures. C'était la petite page de pub un peu sympa, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous parlais du territoire Boucle-Nord-de-Seine. Effectivement, sur les EPT, on travaille sur le plan, le PCAET, donc le plan climat, air, énergie territoriale. Là, je vous ai mis un exemple sur le volet habiter un parc résidentiel bas carbone, sain et économe. Je vous ai épargné les 48 slides d'actions qui sont toutes très concrètes, mais qui touchent vraiment à des secteurs bien différents. Parce que voilà, climat, air, énergie, c'est quand même, ça touche à un volet, en tout cas un panel d'actions très 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 large. Effectivement, on va parler d'accompagner la rénovation et le développement des énergies renouvelables dans le parc d'habitat pavillonnaire, par exemple. Et ce point-là est important parce qu'on va voir tout à l'heure sur quelques exemples. La ville d'Argenteuil, c'est, je le rappelais, 110 000 habitants, c'est 17 km², c'est des grandes zones pavillonnaires, mais c'est aussi des grands ensembles de l'après-guerre, des années 60-70. Et cette cohabitation et la gestion et la manière dont on va accompagner la rénovation énergétique, elle n'est pas du tout pareille. Et puis il y a un autre phénomène, et là j'en parlerai plutôt à la fin, qui sont les marchands de sommeil, parce que là c'est vrai qu'on parle de personnes qui ont envie de rénover, qui sont propriétaires, modestes, en précarité, qui veulent rénover. Alors les marchands de sommeil, on va en parler à ce sujet, et dans un contexte de tension d'accès au logement, de manque de construction de logements énergétiquement performants, au final on arrive à avoir des foyers qui doivent se loger malgré tout. On est sur la pyramide de Maslow, hein, c'est la base, qui se logent dans des logements qui sont, je peux vous dire, assez dégradés. Donc on a aussi des actions là-dessus. Développer l'accompagnement des copropriétés dans les projets de rénovation et développement des énergies renouvelables, notamment faciliter les diagnostics, informer, former et sensibiliser. Donc je vous montrerai quelques exemples aussi. Encourager à accompagner les bailleurs à la rénovation. 34% de logements sociaux, c'est un petit peu plus sur la ville d'Argenteuil.
sujet, notamment sur certains quartiers ou certains espaces où on atteint quasiment les 50%. Quand on parle de cohésion sociale, c'est aussi important d'avoir un accompagnement qui soit juste entre ce parc pavillonnaire et ce parc social. Et puis repérer et aider les ménages en situation de mal logement, de précarité énergétique. C'est on parlait en préparation de la table ronde de faire dans la Finesse, dans la dentelle. C'est vrai qu'on va avoir tout un champ d'action, d'information, d'ateliers, de webinaires, etc. Mais il y a quand même des ménages qui restent en marge de ces actions de communication et de sensibilisation. Alors on fait la démarche d'aller les chercher pour les accompagner. Sur le scope, justement, j'en parlais, on va avoir des grands ensembles où on a typiquement sur un quartier lancé une opération d'aménagement de l'habitat et de renouvellement urbain. Justement, là, ça se concrétise par du porte-à-porte pour aller voir comment les copros vivent, comment elles sont gérées, quel est leur niveau d'endettement. Parce que qui dit certains niveaux d'endettement, c'est quand même difficile d'investir ne serait-ce que sur une chaudière ou d'avoir un accompagnement sur une rénovation intérieure-extérieure. On parlait en préparation aussi, est-ce qu'on est sur du patrimoine historique? Je veux dire que quand vous avez un bâtiment historique, vous demandez de la rénovation par l'intérieur à un ménage qui a quelques mètres carrés, c'est quand même compliqué. La réno par l'extérieur est aussi, là ça devient un vrai sujet. Sur le logement social, effectivement, on a des rénovations dans le cadre des plans stratégiques patrimoine. Et là, typiquement, un exemple sur la résidence Habitat de Caldieu, qui est en cours de finalisation et qui a été accompagnée par la ville. Et il y a évidemment d'autres opérations de renouvellement de ce type sur la ville actuellement. Donc l'habitat individuel et puis les bâtiments publics et la ville d'Argenteuil a fait beaucoup de mesures justement pour les économies d'énergie. Sur ce point-là, par exemple, pour vous montrer en tout cas notre objectif d'exemplarité, parce que voilà, faut aussi commencer par nous-mêmes. On a engagé donc un plan de rénovation, d'amélioration des bâtiments, alors que ce soit d'amélioration des bâtiments existants, mais aussi des techniques de construction. Sur les 3 nouveaux groupes scolaires, par exemple, on est sur des performances qui sont exemplaires. On a moins 17% des consommations énergétiques depuis 2017. Alors ça à mettre en parallèle avec une augmentation de la surface de bâtiments gérés de 6%, ce qui n'a pas empêché avec la crise énergétique d'avoir une augmentation de 79% des coûts. Donc imaginez si on n'avait pas engagé cette rénovation depuis 2017 sur une ville comme Argenteuil, est-ce que ça peut aussi donner pour un ménage? C'est assez criant. On avait déjà équipé donc assez rapidement de 75% du réseau d'éclairage en LED, donc la question ne se posait plus pour nous. On a 10 bâtiments publics en cours d'étude pour la solarisation en partenariat avec la métropole du Grand Paris. On a 18 sites sur lesquels on a fait l'isolation thermique depuis 2017 et on a 17 qui seront rénovés d'ici 2030. Donc voilà, ce plan continue. Et un petit exemple que j'ai à part, et j'ai mis un petit peu plus loin, mais c'est la patinoire et la piscine. On fait partie des villes qui ont conservé leur patinoire et leur piscine et qui ont rénové leur patinoire et leur piscine. Et cette rénovation, notamment sur la patinoire, ça a engagé au moins 34% de consommation d'électricité. Alors effectivement, on ne parle pas d'habitat, on ne parle pas forcément de précarité, mais on parle de lien social. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment, en tout cas le bâtiment fait 80 000 entrées en plein milieu de la ville d'Argenteuil. Et c'est un facteur de lien social et c'était important pour la ville d'avoir cet accompagnement aussi sur ces lieux où on se retrouve, etc. Et donc ça va aussi de pair avec la rénovation du réseau de Mécatech que l'on engage et qui continue aujourd'hui. La ville est inscrite le slide d'avant est inscrite à la première édition du concours Cube-Ville. Alors on avait des agents éco-ambassadeurs très engagés, donc l'important aussi, c'est toujours le point de départ, c'est l'humain. Et donc c'est toujours important d'aller beaucoup plus loin et de partir, d'aller beaucoup plus loin dans les démarches, mais toujours de partir de ces éco-ambassadeurs. Alors, pareil, dans les quartiers, on a des éco-ambassadeurs dans les comités de quartier qui portent la bonne parole, les bons gestes, qui sont informés sur les guichets qui sont disponibles aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est donc moins 10% de consommation énergétique sur les bâtiments publics. Et donc ça fédère beaucoup de personnes. Quelques actions, alors une petite copie sur copropriété, mais on participe aujourd'hui à des sondages afin d'identifier des potentiels en géothermie, mais des actions aussi menées par la ville et qui sont importantes pour les ménages et les foyers, c'est notamment les actions faites de longue date sur le réseau de chaleur urbain.
Le réseau de chaleur urbain, c'est alimenté par la revalorisation des déchets de la Syndicat Azur qui rassemble 4 villes, dont Argenteuil, par des déchets à 80%. Le reste étant alimenté par du gaz, mais qui reste du coup totalement, disons, à la marge. Et bientôt, c'est un data center qui vient de s'implanter sur une des zones d'activité économique dont la récupération de chaleur fatale sera branchée sur le réseau de chaleur urbain et permettra aussi d'alimenter. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 foyers qui en bénéficient, donc c'est pas rien. Il y a beaucoup d'impact, les risques quant au gaz, mais aussi les mètres carrés libérés par les chaufferies dans les immeubles. On en profite aussi pour faire un certain nombre de rénovations. Systématiquement, quand il y a des nouvelles constructions, est proposé le raccordement au réseau de chaleur urbain. Dans les opérations de renouvellement urbain, notamment par exemple Porte Saint-Germain, Verge de Seine, sous contrat d'intérêt national, qui est en zone en rue, le réseau de chaleur urbain a été déployé, donc là maintenant c'est fait, donc toutes les constructions seront vouées à être rebranchées. Les bâtiments publics évidemment, et puis les entreprises, parce qu'effectivement, les entreprises ont été largement touchées aussi par cette crise énergétique, ce que nous, en tant que ville, nous avons vécu. Les entreprises, les TPE, PME, qui sont quand même pourvoyeurs d'emploi, ils sont passés aussi, et les petits commerces aussi, qui sont largement vecteurs de liens et d'attractivité. Donc notre objectif, c'est de reconstruire la ville sur la ville aussi, avec des constructions performantes. Donc, je parlais du secteur Porte Saint-Germain-Verge de Seine. On a aujourd'hui une opération, une concession d'aménagement qui vise à requalifier 3 îlots, donc avec l'objectif de construction de 700 logements, et notamment pour résorber de l'habitat indigne. Et donc il y a actuellement une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour le relogement sur ces habitats-là. Et donc ça va permettre 2 choses. Au-delà de la résorption de l'habitat indigne, ça va permettre aussi de requalifier l'espace public et de reconstruire l'espace public. Et puis les travaux, voilà, je parlais de la patinoire et de la piscine, mais aussi tous les groupes scolaires directement. Donc les guichets France Service aujourd'hui qui sont déployés dans l'ensemble des maisons de quartier, donc le plus en proximité possible, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des barrières, alors visibles ou invisibles, mais il y a des barrières. Donc c'est extrêmement important pour nos villes aujourd'hui de mettre à disposition ces lieux d'accueil, de rencontre, d'écoute entre les habitants, mais aussi avec des experts pour pouvoir être accompagnés. Et puis évidemment en partenariat avec l'État, mais aussi à travers le plan d'action territoriale et l'accompagnement de la solidarité. On a une démarche de rencontre participative autour du nouveau contrat de ville dans l'opération Quartier 2030, qui vise des actions éco-responsables, de l'engagement citoyen, la lutte contre la précarité énergétique également. Donc là, on vise à travers ces ateliers participatifs de ne pas forcément être dans une logique descendante, mais d'avoir vraiment cette sommeil ça a tout neuf, tout beau. En réalité, les matériaux utilisés sont dans un état épouvantable. Et on apprend que les locataires finissent à l'hôpital ou autre. Je veux dire, là, c'est tout un système qu'il faut revoir. Donc, effectivement, à travers ces documents d'urbanisme, c'est aussi un moyen de lutter contre ces biais qui aujourd'hui mettent à mal toutes les politiques qu'on peut envisager, les financements que l'on peut envisager. Et ce projet qui est intéressant, qui est déployé par la SOLIA en partenariat avec le territoire du Clos de Seine et les villes, c'est des dispositifs et conseils techniques donc financiers gratuits pour accompagner les propriétaires et copropriétaires. Et donc ça, vous pouvez en faire la demande, vous avez les coordonnées pour les contacter, et on fait aussi tout un système de campagne d'information et de sensibilisation sur la rénovation énergétique. Donc, par exemple ici un exemple sur les petites et moyennes copropriétés, ou encore un exemple derrière sur le site internet de la ville pour annoncer des webinaires, des ateliers, des rencontres, des documentations également mises à disposition pour informer sur les étapes, sur les obligations aussi, etc. L'accompagnement est aussi très important. Donc là, je parlais des préveneurs tout à l'heure ou des éco-ambassadeurs. Ici, il y a des exemples sur bien préparer l'Assemblée générale de travaux. Parce qu'après, on peut avoir plein de bonnes intentions. Quand l'AG de la copro ne comprend pas pourquoi il faut changer la chaudière ou voter un budget de travaux,
on se retrouve dans des situations bloquées pendant des années. Et ça, c'est très problématique. Donc, effectivement, je parlais de l'OPRU tout à l'heure ou des opérations d'Orcode. Sur les petites copropriétés, c'est aussi important d'avoir ces gestes qui ne soient pas soutenus, mais qui soient justement plutôt cohérents et concomitants. Et donc, nous, avec l'ensemble des partenaires, c'est notre manière de les accompagner. Idem sur l'adaptation des logements, on a une démarche assez similaire. Il y a la charte de la construction durable aussi, parce que là on parle de rénovation, mais si on construit de manière anarchique et si on n'a pas des exigences de qualité, et ça va mieux en 10 ans, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a fixé un cadre à respecter aux professionnels de l'immobilier. Donc par exemple, on a rassemblé 200 opérateurs immobiliers, promoteurs, agents immobiliers, notaires, géomètres, etc., pour leur présenter la charte de la construction durable. Et aujourd'hui, arrêter un certain nombre d'inepties dans la construction neuve, parce qu'on se retrouve quand même avec des choses qui sont construites aujourd'hui et qui ne sont pas forcément durables, bien qu'il y ait des réglementations aérodromes et compagnie, mais parfois vous trouvez des choses assez fantastiques quand même. Parce qu'au-delà de ça, il y a aussi l'aération, la luminosité dans le logement, l'aération du logement, qui sont essentielles et qu'il faut rappeler. L'engagement et le soutien politique est essentiel. Alors, je ne veux pas faire de politique, mais nous, c'est vrai qu'on est petit à petit un peu déplumés dans nos moyens d'action, notamment financiers. C'est pas forcément simple. Cela dit, ça ne nous empêche pas d'accompagner avec tous les dispositifs et les actions de communication et de soutien que j'ai détaillés, mais également la coopération entre les départements, la région, la métropole du Grand Paris, le territoire Boucle-Nord-de-Seine et l'Orcode par exemple et l'opération de requalification des copropriétés dégradées dans les Halles d'Argent est exemplaire parce que c'est 100 millions investis sur 10 ans. C'est 34 copropriétés accompagnées, plus de 3400 logements concernés par cette opération, ce qui en fait la première Orcode d'intérêt métropolitain. Et donc là, on a un très bel exemple de coopération entre les différents acteurs locaux. Et je ne cite pas forcément l'Europe, mais les fonds européens arrivent nécessairement, bien qu'on pourrait, je pense, aller plus loin. Et puis, dernière chose, c'est vrai qu'on a aussi accompagné les entreprises. Il ne faut pas l'oublier, les habitants sont aussi des entrepreneurs pour certains, des artisans, etc. Et il y a point de rénovation énergétique s'il n'y a pas d'artisans qui surmontent aussi ces crises sur lesquelles ils sont concernés. Donc on a un accompagnement notamment avec la CCI Paris-Île-de-France et l'ADEME, mais aussi tous les partenaires qui sont cités là. Alors il y avait effectivement le guichet pour l'énergie, notamment pour accompagner les entreprises, les TPE-PME, pour solliciter des aides auprès de leurs fournisseurs d'énergie, bouclier énergétique, bouclier tarifaire, tarif garanti, etc. Mais également GoInvest, c'est un événement qu'on organise avec le territoire Boucle-Nord-de-Seine qui permet de toucher tous les investisseurs, dont l'ADEME, la région de France, etc., pour des entreprises qui souhaiteraient investir, que ce soit sur leurs locaux, dans des flottes de véhicules, etc., pour maîtriser leurs coûts. Et sans ce soutien au tissu d'artisans et d'entrepreneurs, la rénovation énergétique paraît difficile. Et donc, en tant que ville, avec ce bassin de 450 000 habitants, ça me paraissait important de le rappeler. Et comme j'avais commencé par Monet, petite image de la bulle d'Orgemont à Argenteuil, voilà, où vous voyez non seulement toute la métropole du Grand Paris, voire plus, mais surtout vous voyez vraiment la différence sur le territoire entre le tissu pavillonnaire, le tissu collectif. Vous voyez certainement Port de Montgilly qui est juste derrière, qui fait 400 hectares. Donc voilà, c'est complexe. J'ai pas dit que c'était simple, justement, c'est vrai. J'ai pas dit que c'était généralisé, global et qu'on a la solution à tout. En tout cas, l'ensemble de ces petites actions qui sont rassemblées dans le PCAT, donc le Plan Climat et Énergie territoriale, montrent leurs fruits. Et je terminerai sur une anecdote qui, quand j'ai rejoint l'équipe de Georges Motron à Argenteuil il y a 3 ans, 4 ans, on faisait du porte-à-porte et un soir, en ouvrant une porte, il y avait un petit garçon habillé en Spider-Man qui a ouvert la porte
Et en discutant avec sa maman, je me suis aperçue on devait être au mois de novembre, décembre, non, peut-être début d'année, il n'avait pas de chauffage depuis 15 jours. Alors, c'était dans une résidence d'un bailleur social dont je ne citerai pas le nom, et là, l'objectif, c'est pas de... Mais en fait, c'est toute une chaîne d'individualité qui doit aujourd'hui agir pour la rénovation énergétique et lutter contre la précarité énergétique. Et comme je l'ai montré dans la présentation, c'est vraiment à tous les échelons et pas unique l'échelon du monde. Et vraiment, je pense que l'objectif qu'on peut avoir, c'est commun, tous, c'est de ne plus voir ce petit garçon habillé en Spider-Man qui n'avait pas de chauffage depuis 15 jours pour une raison. Il n'y avait peut-être même pas de raison, c'était entre le problème technique et le manque de communication et le délai d'intervention, mais il y avait un petit garçon qui n'avait pas de chauffage depuis 15 jours et qui pourtant avait un grand sourire dans son costume de Spider-Man. Bon, c'était quand même très intéressant, très riche, très complet. Je voudrais, je pense que c'est le moment de laisser la parole aux personnes. Aussi, je voudrais inviter, the partners that they don't speak any French, but you understood and you want to make a question, you can do it in English and we will translate in French. No problem. Donc, si vous avez des questions, c'est que vous avez compris, vous pouvez faire la question pour les projets, parce que ça c'est bon, la plupart des partenaires qui sont ici pour les projets et vont montrer des bons cas dans les images, dans les expositions, ils vont montrer des cas justement, des solutions contre la précarité énergétique dans différents pays. Donc si vous avez des questions, vous avez des experts ici, vous pouvez les demander et les restes publics, bien sûr, faire les questions que vous souhaitez. Bien, bonjour, merci pour tous ces exposés qui sont passionnants et qui donnent quand même une impression de complexité, même je dirais d'hypercomplexité. Et l'attention est toujours bonne. Et je me pose des questions sur des effets pervers. Alors, je me permettrai d'évoquer un cas particulier qui m'a touché de près. C'est donc ma compagne qui habitait pendant longtemps dans un immeuble, un studio, et qui n'a pas pu toucher le chèque énergie, bien qu'étant rémunéré en dessous du SMIC, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de taxe d'habitation. Donc, est-ce qu'il y a quand même des critères, des indicateurs qui sont bien ficelés à l'origine? À l'inverse, d'ailleurs, elle travaillait chez un employeur qui, lui, l'a reçu automatiquement, parce qu'il était dans le Moselle. Donc, c'est une personne qui doit avoir un appartement de 160 mètres carrés dans le 16e, avec la terrasse sur le toit, etc. Tout simplement parce que le critère était un critère de revenu sur lequel, bien évidemment, en tant qu'employeur, il y avait des déductions diverses, etc. Et hop, lui, il a touché automatiquement. Elle était un peu nerveuse, je peux vous dire. Et dans ces cas-là, est-ce que ce n'est pas un déficit au niveau de la critérisation, justement, prendre par exemple la notion de patrimoine dans certains cas? Bon, c'est vrai qu'on a supprimé l'ISF, etc., mais ça pouvait donner des informations